Bonjour et bienvenue sur Passe D, le nouveau podcast de sport en Romandie. Tu es intéressé par le sport ou simplement curieux de découvrir de nouveaux athlètes, de nouvelles disciplines ou de nouveaux projets sportifs en Romandie? Alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, dans cet épisode, je suis avec Maxime. Maxime, comment vas-tu? Ça va super bien. Et je tiens à dire que parmi les nombreuses choses que tu as dit, en fait, on va aussi surtout parler de choses dont les médias traditionnels en fait, ne parlent pas de base. C'est d'ailleurs la spécificité de notre podcast. Aujourd'hui, après avoir reçu dans le dernier épisode Charles Devantais, nous recevons un entraîneur de tennis réputé qui a lancé d'ailleurs sa propre académie. Mais d'abord, le générique. Donc, bonjour Jonathan Wawrinka. Aujourd'hui, dans Passe D, on va parler un peu de ta carrière. On va parler de la transition que tu as fait de joueur à formateur, de ton académie, grand projet du tennis dans la Romandie et peut-être même en Suisse. Et ensuite, on va parler de tes projets futurs. Mais je vais commencer par le commencement. Comment est-ce que tu t'es mis au tennis? J'ai commencé le tennis parce que mes parents, quand on était jeunes, cherchaient un sport. Mes parents, mon père est un grand fan de sport, mais pas un grand pratiquant. Je pense qu'on est parti naturellement vers le tennis parce que c'était peut-être moins fan de foot. Ok. Mais on a grandi dans une ferme. Donc, on avait énormément d'activités déjà en dehors des activités qu'on avait au tennis. Donc, jeune, on a fait plein de choses, que ce soit dans les champs, dans la forêt, où on avait un panier de basket à la ferme. Donc, on bougeait beaucoup. Mhm. Et le tennis est venu assez tard pour un jeune qui a fait de la compétition par la suite. J'ai commencé à 10 ans au tennis club des Chalands et mon frère m'a suivi après l'année suivante. Donc, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que c'est toi qui as initié Stan au tennis? 100%. 100%. Non, mais on s'est entraîné pendant plus de 10 ans ensemble. Donc, étant le grand frère, j'ai 3 ans de plus. Mhm. J'ai commencé le tennis. Il a suivi naturellement parce que après, on a joué ensemble. On a énormément joué dans la cour de la ferme. On se mettait un filet, puis on faisait des mini-tennis ou contre le mur ou ce genre de choses. Donc, on a grandi ensemble dans ce sport. Je sais que tu as 2 sœurs également. Est-ce qu'elles ont aussi suivi ça? Elles ont aussi pratiqué le tennis, pas aussi intensément qu'on l'a fait avec Stan. Elles sont plus jeunes. Moi, j'ai 6 ans d'écart avec la plus grande et 9 ans avec la dernière. Mhm. Et c'est vrai que quand nous, on est partis en Espagne, elles étaient encore très jeunes. Mais elles ont pratiqué un bon niveau, même national, et dans des interclubs au niveau national, ouais. Et est-ce que, ça nous fait tous un peu rêver, mais est-ce qu'il y a déjà eu un double Wawrinka contre Wawrinka et Wawrinka? Non, il n'y a jamais eu ça. Malheureusement, non, pas du tout. Et de votre côté, rien que entre frères, est-ce que vous avez joué ensemble ou ça a été vraiment chacun sa carrière et... Alors, on a joué ensemble pendant très longtemps. En fait, en club, on jouait tout le temps ensemble. Ensuite, quand on a décidé d'en faire un petit peu plus, moi, j'ai suivi des études par correspondance à partir de 15 ans. Je suis parti en Espagne avec notre coach, Dimitri Zavialov, qui nous suivait à l'époque. Et l'année suivante, mon frère m'a suivi. Donc, ensuite, on était 24 heures sur 24 ensemble et on s'est entraîné jusqu'au moment où moi, j'ai décidé d'arrêter, de devenir entraîneur. D'accord, c'est cool, mais ça veut dire que du coup, tu as su assez vite que tu allais aller dans le tennis, tu allais en faire ta vie, une occupation. J'ai été très rapidement passionné. Mhm. Pas grand fan de l'école, mais passionné par le sport et la pratique du sport. Pour te dire, quand il y avait les tournois du Grand Chelem, par exemple, quand il y avait Wimbledon, on allait dans un champ, on prenait on fauchait, puis on coupait à ras pour mettre un filet pour jouer un match comme si on était sur gazon quand on était tout petit. Donc on a pris vite, ça c'est allé assez vite en fait. On a pris goût à ce sport et on l'a beaucoup pratiqué. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire, on va dire pro, tenter ma carrière sur le circuit, pour moi c'était le tennis et le jour où j'arrêterai, je verrai autre chose. Mais
mais au moment où on était dedans, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont laissé cette opportunité de le faire en nous disant qu'ils nous donnaient cette chance pour autant qu'on le fasse à fond. On n'a jamais eu de pression de leur part et on n'a jamais eu d'attente trop importante comme on peut le voir assez souvent. Donc ça, je pense que c'est un des points essentiels dans la réussite d'un jeune, dont mon frère. Je pense que les parents ont fait entièrement confiance aux coachs qui nous suivaient et ils étaient là derrière juste pour nous soutenir. Donc il n'y a aucun commentaire par rapport à une victoire ou une défaite. C'était vraiment par rapport à notre attitude sur le terrain, notre engagement, notre volonté, notre motivation qu'on avait tous les jours. Et c'était ça l'essentiel pour eux, pour nous donner cette opportunité. Et ton passage en Espagne, justement, parlons-en un peu plus. Comment est-ce que... Tu avais dit que tu avais quel âge quand tu es parti ? J'avais 15 ans à peu près, ouais. Ok. Et à ce moment-là, comment est-ce que tu le vis ? Bien. Mais ça s'est passé comme ça, en fait. On avait notre coach, Dimitri. Il y avait son frère qui était aussi professionnel. À l'époque, il n'y avait absolument aucune structure en Suisse si on ne faisait pas partie de la fédération qui permettait à des jeunes de pouvoir s'entraîner à fond. Et Dimitri et son frère s'entraînaient en Espagne pendant l'hiver avec son préparateur physique. Et à un moment donné, mes parents me posaient la question si j'avais. Moi, j'ai poussé mes parents à ce que je fasse l'école par correspondance pour suivre ce parcours-là. Et puis on est allé par période en fait de 3 à 4 mois. Puis on revenait en Suisse, mais c'était surtout pendant la période d'hiver. Et c'était juste une période géniale, quoi. Donc t'en gardes des très bons souvenirs. Ah ouais. Et est-ce que à ce moment-là, tu te dis, il y a peut-être moyen que j'aille plus loin que seulement le plaisir dans le tennis ou le but premier, c'était de jouer les tournois qu'on voit à la télévision. Okay. C'était d'aller à Roland-Garros, d'aller sur les grands chelems, déjà d'en vivre, de vivre de ça. Donc à 15 ans, ouais, c'est l'âge qui est assez important dans le cursus d'un jeune où il faut prendre une décision. On peut pas. C'est un métier qu'on doit apprendre. Et on ne peut pas faire 2 métiers en même temps. C'est-à-dire on ne peut pas faire des études, quelles que soient les études, qui prennent beaucoup de temps, puis en même temps s'entraîner en fin de journée en ayant l'espoir d'arriver à quelque chose. Donc, je ne me souviens plus exactement de ta question, mais... je t'avais demandé si au moment où tu pars en Espagne, tu te dis justement déjà que c'est une première étape pour passer pro. Oui, justement. Ouais. Ok. Et est-ce que quand tu étais jeune, tu avais des modèles dans le tennis qui t'ont inspiré sur la technique ou même sur le mental, parce que c'est un aspect important de ce sport ? Ouais, j'ai le souvenir qu'avec Stan, on était quand on jouait ensemble, si on avait regardé peut-être Roland-Garros ou un autre match, et on se prenait chacun pour un des joueurs. On imitait, je sais pas, Sampras, Patrick Rafter, Agassi, toutes ces générations-là. Qu'on n'a pas connu nous, mais qui ont inspiré qui nous ont inspirés à l'époque et qui... Je pense que quand tu es jeune, ce qui est important aussi, c'est d'observer ce que font les meilleurs et d'avoir un intérêt dans ton sport. Si tu veux faire partie de de l'élite, quel que soit le domaine que tu veux faire, tu dois être en connaissance de cause. Et puis, il y a ce côté quand même admiratif de ce qu'ils ont pu faire, tous ces champions. Donc, quand tu es jeune, tu as envie de les imiter, de copier un petit peu peut-être la technique. Ouais. Et il y avait une surface qui te convenait mieux, où tu préférais jouer ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de terre battue par ici. Est-ce que c'est... Ouais. On a beaucoup joué sur terre battue. En allant en Espagne, on a beaucoup joué sur terre battue aussi. Donc, moi, j'ai toujours apprécié la terre battue. Je me suis jamais vraiment fait des très grosses préparations sur dur. On n'en a presque pas en Suisse et en Espagne, il n'y en avait pas. Donc, c'est une surface qui est agréable à jouer. Ouais. Et est-ce que quand tu es allé en Espagne, tu as rencontré des joueurs qui sont devenus après des grands champions par la suite ? Oui, énormément. Le fait Alors moi personnellement, quand j'avais 15 ans, j'avais vraiment un niveau où j'ai même pas participé en tant que junior au championnat suisse, donc j'étais vraiment très très bas. Et entre 15 et 19 ans, je me suis retrouvé à rattraper tout ce retard et de me retrouver dans le plus ou moins 25e Suisse. Mais quand on était en Espagne et qu'on participait à ces tournois pour prendre les premiers points ATP, à l'époque ça s'appelait des satellites, où c'était un mois complet
dans un endroit où il y avait 4 tournois qui se suivaient. Et c'était tout le monde. Il y avait en janvier, on allait chaque année à Majorque. Donc il y avait un petit Espagnol que je me souviens avoir vu quand il avait 14 ans, qui mettait déjà une intensité de fou sur le terrain. Il y a eu énormément de joueurs en fait, avec le recul, après coup, on se rend compte et on se remémore ceux qu'on voyait, où notre coach nous disait « Ah, t'as vu, lui, il est sur le sable en train de s'entraîner comme un fou. » C'était un Russe qui est devenu 2e, 3e mondial, Davydenko. Il y a eu énormément d'Espagnols aussi qui sont rentrés dans les 20, 30 meilleurs du monde. Donc, c'était vraiment un nid à joueurs qui allaient se développer par la suite pour devenir très forts. Donc pour ceux qui l'ont pas, le jeune espagnol, c'est bien... C'était Rafael Nadal, oui. exactement, Okay. ouais. Et comment ça se fait que c'est basé là-bas, à Majorque? Alors, il y avait un mois à Majorque en janvier, ensuite c'était sur Barcelone, ensuite sur Valence, mais c'était 4 tournois qui suivaient, qui devaient être dans la même région. Okay. Et il y avait... c'était un espèce de circuit où il y avait 128 joueurs qui étaient en qualif, et des tableaux de 32. Donc ça fait énormément de joueurs. À l'époque, en Espagne, c'était là où il y avait le plus d'académies, donc il y avait tout le monde. Et puis c'était une dynamique où il n'y a pas de jugement, contrairement peut-être à la Suisse, où n'importe qui veut devenir fort dans son sport, il le fait à fond, et c'est pas « Ah oui, mais lui... il a aucune chance » ou il le fait pas. Donc tu es dans une dynamique vraiment de performance. Et après, ils arrivent à performer à tous les sports, les Espagnols. Après, ils arrivent, parce qu'il y a la culture du sport, beaucoup plus qu'ici. Ici, c'est quand même, si tu fais pas du ski ou peut-être du hockey sur glace et puis que tu joues dans le sport, il est peut-être... Il n'est pas bien vu, en tout cas, il n'est pas mis en avant, que ce soit en tant que coach et surtout en tant que sportif. Donc, et c'est malheureusement pour cette raison aussi qu'il n'y a pas beaucoup de structures, où l'école n'est pas assez aménagée pour pouvoir permettre à des jeunes d'éclore en Suisse. Ça les décourage après. Ouais. Ça peut. Ça peut, hein, le fait que, on en reparlera après avec l'académie, mais le fait que tu sois à l'école, que tu finisses tard, que tu doives t'entraîner tard le soir, après tu as des devoirs, tu es dans un rythme aussi où la motivation elle peut vite baisser quand tu es adolescent, où tu peux vite avoir énormément de fatigue et c'est là que tu peux avoir des blessures. En termes de concentration, de s'entraîner le matin ou en fin de journée, c'est quand même pas la même chose. Même tu vois que tu as des athlètes, des nageurs en Suisse qui doivent s'entraîner à 6h du matin avant que tout le monde aille dans les piscines et avant d'aller en cours. Tu te dis, il y a quand même des athlètes qui préparent peut-être les JO et tu te dis, mais il y a quelque chose qui est voilà, ils sont obligés d'aller à l'étranger, donc il y a quelque chose peut-être à revoir. Et est-ce que tu penses que on va dire cette aventure en Espagne, elle a changé quelque chose dans votre trajectoire, autant à toi qu'à ton frère? Sûr. Je pense parce que je pense qu'on a eu énormément de chance d'avoir des parents qui nous ont soutenus dans ce qu'on voulait faire, qui ont eu le courage de nous laisser faire ça, qui ont eu le courage de nous sortir du système scolaire et d'accepter qu'on le fasse par correspondance. On a eu la chance d'avoir un entraîneur qui nous a suivis, qu'on connaissait bien d'avant même, qui était ultra passionné, ultra exigeant et qui avait une vision sur le long terme de la formation. Je pense que ces deux choses mises ensemble font que tu peux atteindre une performance. Tu n'as pas de la pression mise par les parents, tu n'as pas le coach qui manque peut-être d'exigence ou de motivation ou qui veut voir les résultats à court terme. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est super important. Puis après, le fait je pense, de prendre une maturité un peu plus vite. Le fait, voilà, on avait un appartement à Barcelone, on devait faire à manger, notre lessive, on devait s'organiser. Quand tu as 14, 15, 16 ans, je pense que c'est quelque chose qui te fait grandir assez vite. Tu en as parlé. C'est quoi une vision à long terme de la formation? C'est essayer de se dire que un athlète, il va pas se construire ou tu vas pas progresser imagine, si tu fais du tennis, tu viens prendre des cours avec moi, tu vas me dire, écoute, moi, je vais prendre 3 classements dans 6 mois. Je vais dire, écoute, ça va être compliqué. Oui. Faut pas mentir on peut pas mentir et on peut pas attendre des résultats. C'est vraiment le travail journalier qui vont faire que tu vas arriver au bout d'un moment à un résultat. Et souvent, le travail, les résultats arrivent peut-être
plus tard que le moment présent. Donc, je pense que notre coach, il a toujours eu cette vision de se dire, OK, c'est pas les 2 prochaines années. L'important, c'est pas que, par rapport à mon frère, c'était pas qu'il soit champion suisse. C'était pas intéressant qu'il soit le meilleur du monde en étant junior. C'est qu'à 25 ans, il fasse partie des meilleurs du monde. Ouais. Donc dans la construction, des fois, peut-être, ça prend plus de temps parce que tu as le courage il a eu le courage de le faire changer son revers, passer de 2 mains à 1 main. Quand tu as 12 ans, c'est peut-être quelque chose qui, actuellement, est compliqué à faire parce que tu as peut-être des parents qui vont dire « Ouais, mais ça va être pendant 6-10 mois, il n'y aura pas de résultat. Il va perdre des matchs. » Donc, ce changement-là, 2 pas en avant. C'est un pas... ralentir peut-être la progression dans un certain point pour se dire on va optimiser un peu le potentiel pour aller beaucoup plus haut. C'est super intéressant. On va passer au prochain chapitre. Donc, la transition de joueur à formateur. Ouais. Comment ça s'est fait Est-ce que c'était naturel? Est-ce que tu as eu tout d'un coup, tu t'es dit c'est plus pour moi, je veux passer, je veux transmettre? Comment ça s'est passé? Comme je t'ai dit avant, moi j'ai commencé tard le tennis. Et entre 10 et 15 ans, j'étais pas terrible. Pas très bon, j'étais pas du tout parmi les bons de la région même. Donc à partir de 15 ans, au moment où j'ai décidé d'arrêter l'école et de faire l'école par excellence et de m'entraîner, on s'est mis avec notre coach, il a fait en sorte qu'on puisse avancer. Donc l'exigence du haut niveau demande des heures et des heures d'entraînement, que ce soit physique, que ce soit tennis, et après il y a les tournois. Donc et les 4-5 ans que j'ai fait, je pense que je l'ai fait avec un maximum de passion et de volonté, mais à un moment donné, quand tu as 19-20 ans... Il faut faire un choix. Non, mais je pense que... Moi, j'avais des coachs qui me disaient « Ouais, mais tu seras à maturité plus tard. » Tu as commencé peut-être plus tard, mais à 25 ans, et je suis de la génération où des Federer, des Roddick, tous les joueurs de ma génération, il y en a plein qui étaient très forts, très jeunes. Ouais. Et la génération d'avant, ils arrivaient un peu à la fin de leur carrière à 29-30 ans. Je me dis, mais il ne me reste pas beaucoup de temps pour arriver. Si c'est pour arriver peut-être top 100 à 25 ans, qu'est-ce qui va me rester? Et puis en plus de ça, quand tu as un petit frère qui a 3 ans de moins, qui commence un petit peu à te dépasser, c'est difficile de croire en soi. Donc je pense que j'avais pas beaucoup confiance en moi sur le terrain. Je perdais vite mes moyens quand je commençais à faire des bons résultats. Et peut-être que le fait que j'ai un petit frère a accéléré le processus. Peut-être si je ne l'avais pas eu, j'aurais continué. En tout cas, ça m'a fait dire, lui, ça va être déjà compliqué, mais moi, j'ai 3 ans de plus. Et puis on a toujours ce problème, je pense, quand on est jeune, de voir l'âge sur la carte d'identité, puis de se comparer. Puis ça, c'est la pire des choses dans le sport, parce que tu peux toujours te comparer à quelqu'un qui est beaucoup plus fort. Les jeunes qui vont se comparer à Alcaraz maintenant, qu'ils ont qu'à poser les raquettes tout de suite. Ouais, oui. Et donc, j'ai fait peut-être cette erreur-là, mais après, en fait, la transition s'est faite assez naturellement. J'ai commencé à donner quelques cours pendant l'été. On m'a proposé dans un club. J'ai tout de suite adoré ça. Et puis après, à la fin de l'été, j'ai dit, voilà, je crois que j'ai tout donné. J'ai fait ce que j'avais à faire et pas de regrets. Et c'était où que tu as commencé donc à entraîner? J'ai donné les cours au Stade Lausanne. On jouait la Liga avec le stade et l'entraîneur sur place m'a cherché des moniteurs et j'ai commencé à faire ça. Et au fur et à mesure, j'ai pris... vraiment, j'ai tout de suite adoré enseigner aux enfants. Donc, la transition s'est vraiment faite très naturellement. Est-ce qu'il y a une catégorie ou un groupe d'âge que tu as de préférence? Tu préfères arriver très tôt pour les fondamentaux ou les accompagner dans leur jeunesse? Alors, au tout début, j'ai commencé beaucoup avec du loisir. Ok. Avec des plus petits. Ce qui m'a aussi motivé quand j'ai commencé à entraîner, c'est je me suis toujours dit, comme nous, avec mon frère, on a dû partir en Espagne parce qu'en Suisse, il n'y avait pas d'infrastructure qui permettent à des jeunes de la région de pouvoir s'entraîner. Je me suis toujours dit, il faudrait un centre dans lequel des jeunes qui ont des ambitions, qui ont envie de faire quelque chose, ne soient pas obligés d'aller à l'étranger, puis qu'on puisse leur montrer qu'on peut le faire en Suisse. Donc moi, j'ai travaillé pour le Stade Lausanne pendant longtemps, avant de monter l'académie. Et j'ai eu... on a commencé avec des jeunes qui débutaient, avec du loisir. Au fur et à mesure, maintenant, ce qui me plaît, c'est la performance. C'est des jeunes qui veulent aller au haut niveau, puis c'est comment est-ce qu'on peut travailler justement avec une vision un peu plus longue que simplement
une heure de loisir, même si des fois c'est aussi sympa. Et le choix de Lausanne, c'était purement géographique ou... Bah, non, parce que oui et non, parce qu'on a été engagé pour les interclubs et naturellement je me suis mis à entraîner dans ce club-là. Et on peut parler peut-être de valeurs que tu transmets. Toi c'est quoi l'intérêt enfin, ce que tu veux transmettre dans le tennis? Il y a une valeur, la valeur du travail, la valeur du respect, la valeur de si tu as des objectifs et des ambitions, ce que m'ont toujours dit mes parents, c'est il faut que tu le fasses, mais tu le fais à fond, quoi. Mhm. Que tu n'aies pas de regret à la fin. Tu peux pas le dire, ouais, mais j'aurais pu. Il y en a tellement qui te disent, j'aurais pu être bon, j'étais bon jeune, mais en fait, ils se sont pas donné les moyens d'arriver à quelque chose. Et je crois qu'en Suisse, on a peur souvent dans le sport d'en faire trop. Les parents ont peur qu'un jeune s'entraîne trop, que ce soit trop lourd. Alors évidemment, il y a un équilibre à trouver, mais Oui. dans le tennis, qui est un sport avec une concurrence qui est mondiale, Mhm. contrairement à des sports d'équipe, tu prends des joueurs de foot, des joueurs de hockey, il y a une concurrence plutôt locale. Si tu veux devenir professionnel, il y a 2 équipes dans la région de foot qui peuvent avoir des contrats pro. Il y a le hockey aussi. Donc, tu as quand même 500-600 joueurs qui ont un contrat en Suisse en tant que hockeyeur ou 500-600 joueurs suisses de foot. Au tennis, ça ne marche pas comme ça. Tu es 25e Suisse, tu ne gagnes pas ta vie. Ouais. Donc, tu as la concurrence qui est mondiale. Et quand tu sais que tu as des jeunes qui, dès leur plus jeune âge, jouent beaucoup, s'entraînent avec beaucoup d'intensité, ont des aménagements, c'est difficile de... Il faut faire comprendre en fait aux jeunes et aux parents aussi que, ok, vous voulez atteindre des objectifs, mais il va falloir mettre les moyens. Les moyens en termes de temps, en termes d'engagement, et il faut pas faire semblant. Et tu nous as parlé avant de tes valeurs que toi, tu essayes de transmettre aux jeunes. Ouais. Qui c'est qui te les a transmises? Je pense mes parents, mon coach, l'exigence sur le terrain, ça a toujours on a eu la chance d'avoir justement un coach qui était très exigeant et qui laissait pas passer le moindre détail, que ce soit technique ou en termes d'engagement. Donc ça, c'est ce qui fait que tu peux te construire aussi en tant qu'athlète, parce que un sport comme le tennis, ça demande une telle... les places sont chères, quoi. Tout le monde essaie de bien le faire et il faut... Et ce que j'essaie de faire comprendre aussi aux jeunes, c'est que quand tout va bien, quand on est de bonne humeur, quand on a bien dormi, il fait beau, tout le monde est prêt à bien s'entraîner. On va faire un bon entraînement, c'est super, je suis content, je travaille bien. Quand on est un petit peu fatigué, quand ça va un peu moins bien, c'est là où il faut faire la différence par rapport à tous ceux qui ne sont pas capables de le faire. Et pour atteindre le tout haut niveau, il faut être capable de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. Donc, c'est là aussi où sortir de sa zone de confort, être capable de quoi qu'il arrive. C'est le travail quotidien qui t'amène à un haut niveau. C'est pas sur 2 semaines, j'étais à fond, c'était super. Non, trouve quelque chose, de la motivation sur du long terme et être capable de répéter tous les jours en fait tes gammes comme quelqu'un qui veut être professionnel musicien ou dans n'importe quel sport, si tu veux faire vraiment partie du tout haut niveau. On a parlé avant de tes modèles dans le tennis. Quand tu lances la Wawrinka Academy, est-ce que tu as des modèles d'académie que tu veux un peu imiter ou tu veux vraiment faire à ta sauce, si j'ose dire? Non, j'ai beaucoup voyagé avec des joueurs aussi à l'étranger, donc j'ai vu ce qui se fait pas mal. En Espagne, c'était aussi le centre d'entraînement des 30 dernières années de beaucoup d'athlètes. Moi, j'ai voulu faire une académie, une petite académie, que ça reste où on puisse s'investir, tous les coachs ou l'encadrement puissent donner le meilleur pour chaque jeune. Et l'idée, c'était pas de faire une académie avec 150 jeunes sur lesquels certains, je les verrais même pas jouer. L'idée, c'est alors, c'est aussi une question d'infrastructure qui ne permettent pas de le faire, mais je pense que c'est une volonté de pouvoir avoir un regard, d'avoir une discussion avec chaque jeune et que chaque jeune se sente important, qu'il y ait un esprit de famille. Et puis, un des points importants pour moi aussi, le tennis, c'est un sport extrêmement compliqué. On se retrouve régulièrement seul en tant que sport individuel. Et l'esprit d'équipe peut amener énormément de choses. Donc, que
que ce soit sur les tournois, motivé par les autres, que ce soit en groupe pendant les entraînements, comme on disait, quand on a quelqu'un qui est un petit peu moins motivé, qu'il y ait le reste du groupe en fait, qui tire vers le haut. Et le fait que les jeunes se sentent l'appartenance par rapport à l'académie, se sentent dans le groupe. On a un groupe WhatsApp où chacun met les résultats et il y en a qui répondent bravo, à comment ça s'est passé. Donc, pour moi, c'est important cet esprit d'équipe pour que chacun soit tiré un peu vers le haut et pas se retrouver tout seul où tu vas avec ton coach, tu voyages et au bout d'un moment, tu peux plus voir. Tu n'as plus rien à te dire, tu sais plus. Donc aussi, quand on va sur les tournois avec les jeunes, c'est aussi pour le coach de dire, si on va à l'étranger, il y a 3 jeunes qui peuvent discuter entre eux et puis tu as un moment où tu es un petit peu plus tranquille. Mais l'esprit d'équipe dans ce sport individuel, pour moi, il est important. Ok, et tu as dit que vous n'étiez pas 150, mais combien est-ce que tu as de licenciés au total? Actuellement, il y a 15 jeunes qui sont à l'académie, qui suivent le programme en sport-études. Et comment est-ce que tu fais la limitation? Comment est-ce qu'il y a des sélections pour entrer dans la Wawrinka Academy? Alors, il n'y a pas de sélection par rapport au classement. Parce que, de nouveau, par rapport à mon parcours, j'aurais jamais été sélectionné dans quoi que ce soit. Mon frère, pendant longtemps, il n'aurait pas été sélectionné dans plein de choses. Donc, c'est vraiment par rapport à la motivation de chacun, celui qui est capable de travailler, qui a un projet familial aussi qui tienne la route. Donc, c'est des discussions qui vont se faire avec les parents, qui vont se faire avec le jeune, voir aussi comment il se débrouille un petit peu, quel est le potentiel. Mais moi, je suis convaincu que même si on n'est pas le plus doué du monde, à la fin, c'est quand même celui qui a cette capacité à faire ce travail journalier pour devenir meilleur, qui va être meilleur. Et à partir de quel âge tu peux aller dans l'académie? Dans l'académie, à partir de 12-13 ans. Parce que c'est là... Quand on a commencé l'académie, il y a 4 ans et demi maintenant, il me semble, on a commencé avec 5 jeunes. Okay. Un Covid, c'était un peu galère pour tout le monde. La bonne galère. Et ensuite, l'idée d'abord, c'était de prendre des jeunes qui préparent la maturité, donc qui suivent la maturité par correspondance. Il y a 2 instituts en Suisse qui permettent de faire cette préparation à la maturité. Et le fait de faire les études par correspondance, ça te permet d'avoir la flexibilité de les organiser comme tu veux, à l'horaire que tu veux. Donc, nos jeunes, en fait, ils s'entraînent le matin 2 heures, de 8 à 10, et ensuite, ils vont étudier. Et puis, il y a un groupe qui switch, et puis l'après-midi, ils fonctionnent de nouveau comme ça. Et ensuite, j'ai eu pas mal de demandes de personnes plus jeunes aussi, qui voulaient se lancer là-dedans. Et je pense que, comme je disais avant, on a souvent en Suisse la peur d'en faire trop. Et c'est vrai que si tu as 12-13 ans, non, mais même avant souvent c'est fais ta matu, puis après on verra, puis on te laissera un petit peu de temps. Donc c'est puis quand tu as fait ta matu, c'est trop tard. Quand tu as fait ta matu, c'est trop tard. Les études, tu peux les faire à n'importe quel âge. Par contre, le sport, il attend pas. Et quand je te disais que la concurrence, elle est mondiale, quand tu as des jeunes qui ont 12-13 ans, qui sont en Argentine, en France ou en Croatie, qui s'entraînent déjà 25 heures par semaine, tu peux pas concurrencer ça, quoi, si tu es à l'école normale. Donc, on a eu des plus jeunes, et là, en Suisse, il n'y a pas de système qui permet de faire l'école par correspondance, donc ils suivent le cursus français. D'accord. Donc, ils suivent le cursus français, puis après, au moment où ils arrivent pour préparer la maturité, soit ils reviennent sur le système suisse, soit ils continuent avec le bac français. Et du coup, pour organiser ça, tu as eu besoin de partenariats, tu as travaillé avec l'école française, Alors, c'est l'école, tout ça? Comme je t'ai dit, non, parce que le CNED, moi, on avait suivi le CNED avec mon frère à l'époque. Il n'y avait pas Internet. Donc, c'était les cours tu dois suivre un cours sur papier, tu dois faire un module, puis après, tu as un devoir, on devait rendre par la poste, l'envoyer, Incroyable. Ça, vous pouvez pas connaître, vous. Non, impossible. Non, et maintenant, en fait, tout est par Internet. Donc, les jeunes, ils ont des modules à travailler, ils ont un devoir à rendre, une douzaine de devoirs à rendre dans chaque branche. Ils ont des deadlines à respecter, puis ces devoirs sont rendus, sont notés. Ça permet de savoir s'ils ont la moyenne ou pas. Et nous, on les encadre dans la classe. En fait, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. C'est qu'ils sont dans une classe. Il y a des professeurs qui sont là aussi pour répondre aux questions. Ils ont chacun leur propre programme à suivre, ce qui fait qu'ils sont aussi beaucoup plus efficaces dans leurs études, parce que le temps à étudier, il est effectif. Ce n'était pas dans une classe, des fois, à attendre que le temps passe.
Donc on arrive à bien à voir où ils en sont par rapport aux études. Ça, c'est par rapport au CNED. Et puis après, il y a justement il y a un institut à Genève et une école qui est basée à Lausanne qui propose cette préparation à la Matu suisse. Et ça, c'est unique en Suisse? Alors, dans le tennis, en termes d'académie, Oui. c'est unique. On est unique dans ce qu'on propose. Il n'y a personne d'autre qui propose un système comme ça. Et du coup, Ouais. est-ce que tu as des Suisses allemands, des Tessinois qui sont dans l'académie ou Non. c'est Alors là, pour le uniquement moment, des Romands? ils viennent entre Genève, Fribourg, Valais, de la région. Pas mal de demandes de l'étranger. Donc là, il faut des questions de logement maintenant. On travaille en partenariat avec le Centre Sport-Études lausannois, qui est le XEL, où là, ils ont une 35 internes. Actuellement, on en a 2 joueurs de tennis qui dorment sur place. Ils ont surtout des joueurs de foot, des joueurs de hockey qui viennent à l'année, en fait, qui sont encadrés pour la nuit. Et puis, par rapport il y en a qui suivent un apprentissage ou autre chose. Donc, il y a un encadrement là-dessus. Nous, on a 2 jeunes qui sont en interne et puis le reste du temps, on va manger là-bas. Et est-ce que c'est l'objectif peut-être à plus long terme, ouais, c'est d'avoir des possibilités de logement, vu ce qui est demandé, le nombre de demandes que j'ai de l'étranger pour pouvoir essayer de trouver des solutions de logement. Et c'est un petit peu ça qui limite. Et du coup, toi, on se doute bien que dans la Wawrinka Academy, tu peux pas faire le prof de tennis et le prof d'école. Comment tu es accompagné? C'est quoi le personnel qui est là à disposition? En fait, on est 2 à avoir monté l'académie. Et là, actuellement, il y a des étudiants de l'EPFL et de l'Uni de Lausanne qui viennent encadrer pour les études. Et on fait un suivi assez poussé pour que ils suivent le timing de leurs études, quoi. Et supposons, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais supposons que il y a justement, je sais pas comment t'appelles ça, un élève qui est excellent au tennis, mais pas terrible à l'école. Comment est-ce que vous gérez ce cas? On le fait travailler. Non, mais alors pour certains, c'est vrai que les études, ça peut être compliqué. Pour le moment, le taux de réussite, il est excellent. On met des soutiens. Okay. C'est-à-dire ceux qui ont un peu de difficulté, des fois, on fait sauter des entraînements de tennis. Okay. Et donc, ils vont étudier un petit peu plus. Donc, tu mets vraiment le curseur équilibre. Il faut oui, parce que l'objectif, c'est qu'ils finissent leur cursus de sport-études avec la Matu en poche. Et c'est un peu ce qu'on leur demande. Et puis, c'est ce que les parents attendent de nous. Donc, si pendant les vacances, il faut un peu plus de soutien aussi scolaire, on met en place. Et en fait, qu'ils finissent leur cursus avec la Matu en poche, un bon niveau de tennis et la possibilité d'aller sur le circuit professionnel ou d'aller aux États-Unis avec le sport universitaire, avec une bonne bourse. Donc ça, il faut la Matu, il faut quand même un niveau tennistique et un classement en Suisse assez important. Après, on en a 3 qui vont pas faire la Matu et qui font que du tennis aussi, donc qui ont pris la décision de mettre un maximum de chances de leur côté en laissant tomber les études. Et donc ça, c'est encore des mineurs? Ouais. Et comment ça se passe avec les parents? Est-ce que tout le monde doit donner son accord en fait? Ouais, c'est les parents. C'est les parents qui sont d'accord avec ça et qui ont compris que l'importance et puis qui sont d'accord que les jeunes refassent s'il faut des études un peu plus tard, mais que pour le moment la priorité c'était de pouvoir, si on veut réussir, c'est de pouvoir avoir un maximum de temps pour s'entraîner. Ok. Et sur le plan purement du tennis, qu'est-ce que ton académie apporte de plus aux jeunes que n'importe quelle école de tennis? En Suisse? Oui. Alors déjà, un point important, c'est qu'ils sont tous ultra motivés. Ils ont tous des ambitions là-dedans. Donc déjà, on réunit un groupe de jeunes qui ont cette envie d'atteindre le tout haut niveau. Et ce que tu peux retrouver en club, c'est un petit peu... T'en as un qui va être très motivé, il va se retrouver dans un groupe où peut-être avec des plus grands parce qu'il commence à être bon à son âge, qui n'ont pas les mêmes motivations, qui vont traîner le pied à l'entraînement ou qui vont avoir un discours très négatif aussi, de dire « Ouais, mais t'as aucune chance ». On entend tellement souvent que... Oui, on sait que c'est difficile, on sait que les places sont très chères, on sait qu'il va falloir travailler, je pense qu'on n'a pas besoin
marteler ça et on peut vite être découragé, je pense, que dans un club. Après, nous, on a un encadrement qui leur permet de justement de pouvoir faire les études et de pouvoir s'entraîner assez pour pouvoir espérer avoir un bon niveau. Donc, ils s'entraînent quand même tous les matins 2 heures, tous les après-midi 2 heures. On travaille avec l'Université de Lausanne pour tout ce qui est testing et puis préparation physique. Donc, il y a aussi l'aspect prévention des blessures qui est important sur des jeunes qui sont en pleine croissance. Donc là, on n'est pas... Le but, c'est de leur amener augmenter un maximum leur potentiel pour qu'ils puissent se développer et devenir bons. Puis après, on les suit sur les tournois, on fait de l'analyse vidéo, on fait un suivi mental, on fait plein de choses en fait, tous les besoins d'un jeune pour pouvoir atteindre la performance, on essaie de le réunir dans l'académie. Et contrairement à une autre école de tennis où tu auras besoin peut-être d'un préparateur physique que tu vas chercher ailleurs, où tu vas avoir besoin d'un quelqu'un qui va travailler ton mental, tu vas aller ailleurs, ou un coach privé que tu vas trouver ailleurs, et puis les parents vont devoir travailler avec plein de personnes qui ne seront pas en connexion ensemble. Et là, on centralise tout pour pouvoir avoir un meilleur suivi possible. Tu as parlé du mental aussi. Ouais. C'est quelque chose de très important dans le tennis, je pense. En plus, on a un grand champion qui est sur sa fin de carrière, mais qui est connu pour ça, Djokovic. Comment tu prépares les académiciens sur ce plan-là? Comment ça se passe? On fait alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a une énorme partie qui se fait sur le terrain, tous les jours. Parce que le mental, c'est bien vague, hein, comme mot. Oui. Est-ce que c'est une question de motivation, une question de gestion des émotions, la frustration, incapacité à repousser ses limites, ou tout ce domaine-là, ici, il y a énormément de choses qui se fait sur le terrain, que ce soit à l'entraînement technique ou au physique. Quand tu fais un entraînement physique, à un moment donné, quand tu as le choix je suis fatigué, je baisse un petit peu l'intensité ou je vais repousser mes limites, je pense que c'est aussi mental. Quand je dois augmenter ma capacité d'attention parce que je suis en train de corriger quelque chose de technique, je pense que là aussi, sur la concentration, il y a un travail qui est fait directement sur le terrain. Après, on fait des ateliers mentaux avec des coachs mentaux directement. Okay. On a quelqu'un dans le staff aussi qui fait suivi sur le mental, le suivi de la performance. Donc, on essaie de les encadrer au mieux par rapport à ça. Mais on va dire, tout ce qui est fait tous les jours par les coachs, par moi, par le préparateur physique, la confiance, elle se gagne aussi par le travail que tu fais sur le terrain. Quelqu'un qui a des problèmes de gestion de la frustration, par exemple, ou de l'incapacité de gérer ses émotions, ça c'est peut-être un travail qui est différent. On essaie de leur amener des ateliers, mais s'ils veulent faire un travail complémentaire plus poussé, des fois, c'est peut-être pas forcément lié qu'au tennis. Donc, c'est un travail un petit peu plus profond, un petit peu plus personnel. On a parlé du suivi scolaire, on a parlé du suivi mental. Ouais. Pour ce qui est des blessures, comment est-ce que vous gérez ça? Si un athlète se blesse, est-ce que vous l'accompagnez dans le traitement? Vous avez des partenariats avec des hôpitaux? Ouais, justement. Alors on a la chance d'être en partenariat avec le Centre Sport et Santé de l'UNIL, qui ont des entraîneurs et des physios qui sont directement sur le terrain. Donc, tout ce qui est petit bobo, c'est tout de suite géré. On travaille vraiment en prévention des blessures aussi. Et puis après, voilà, il y a le sport ado au CHUV avec qui on peut rapidement prendre des rendez-vous et avoir un suivi médical qui peut être assez rapide. J'en profite de dire que c'est un bon suivi. On a des témoins parce qu'on a demandé à Céline, du coup on l'a eu. Ouais. Elle nous a dit que toi et ton staff aviez fait un travail super pour elle. Donc elle vous adresse toutes ses salutations. Merci Céline. Du coup, c'était pour moi nécessaire d'en parler. Ouais. Parce qu'on a vraiment des preuves que le suivi il est bien. On passe à l'objet. Tu as amené avec toi une médaille et un patch, je crois qu'on dit. Un serre-poignet, ouais. Un serre-poignet. C'est parce qu'il fait chaud, c'est pour ça. De l'académie, est-ce que tu peux vite fait nous expliquer pourquoi? Non, tu m'as demandé un objet. J'ai réfléchi, un objet qui me rendait fier.
Compliqué. Moi, j'ai arrêté la compète il y a longtemps. J'ai pas gagné le Grand Chelem. Je peux pas amener une coupe, une énorme coupe. En fait, c'est surtout le logo de l'académie. C'est la fierté d'avoir créé cette académie et de faire en sorte qu'elle soit encore là, et puis qu'elle grandisse, et puis qu'elle se développe, et qu'on a un suivi et un encadrement qui est super pour les jeunes. Puis la médaille, c'était aussi le fait que en dehors de la formation qu'on fait pour les jeunes dans le cadre de l'académie, on a créé un circuit de tournois pour les jeunes. Et puis ça, c'était les petites médailles que les vainqueurs recevaient. Super. J'ai encore un truc à dire. C'est sur ton site, on voit qu'on peut rejoindre les États-Unis grâce à ton académie. Comment ça se fait? Comment tu gères les partenariats avec quelle université? Alors moi, je ne gère pas directement les universités. En fait, on a un partenariat avec une boîte qui s'occupe de placer des athlètes aux États-Unis. Ok. Donc, si un athlète a le projet d'aller aux États-Unis, ça permet aussi de mieux connaître dans quelle uni, parce qu'il y a déjà le classement universitaire en termes d'études, où là, on peut se retrouver... Il y en a énormément en Suisse qui sont partis là-bas et qui se sont retrouvés... à revenir déçus parce que le papier qu'ils allaient faire là-bas n'était pas reconnu en Suisse, ou ça allait être compliqué la suite. Donc déjà par rapport à la partie scolaire, et puis par rapport à la partie sportive, si un jeune décide d'aller là-bas avec une bourse pour continuer à pratiquer son sport, il faut que l'encadrement sportif soit aussi de bon niveau. Donc c'est aussi notre partenaire, en fait, il fait le tour des unis, il voit un peu l'encadrement, il essaie de voir si les coachs sont de quelle manière ils travaillent, peut-être ça matche mieux avec un jeune ou un autre. Puis après, c'est la négociation en fait des bourses, tout simplement, pour avoir la meilleure bourse possible. Et ça, c'est l'académie qui s'en charge? Alors là, c'est notre partenaire qui s'en charge. Ouais. Nous, on travaille directement avec eux, et ça permet justement d'avoir le meilleur aperçu. Parce que si tu dois gérer tout seul depuis la Suisse, savoir, j'aimerais bien aller aux États-Unis, après, il y a un règlement qui est hyper strict. Entre le moment où tu as fini ta maturité et le moment où tu peux intégrer l'uni là-bas, tu as un laps de temps qui est défini aussi. Donc, toute la réglementation est gérée par eux, et ça permet d'être plus tranquille. Et pourquoi les États-Unis en particulier? Parce qu'il y a la culture du sport universitaire qui est super important. Ok. On parlait de la culture du sport en Suisse qui est compliquée, où il y a des choses à faire en tout cas. Aux États-Unis, c'est vachement valorisé. Les athlètes peuvent aller là-bas et suivre un cursus universitaire tout en s'entraînant, sous un peu la même forme que nous, on fonctionne à l'académie. C'est-à-dire que tu fais tes études, tu peux quand même t'entraîner assez pour pouvoir garder un bon niveau, voire monter dans le classement. Et puis, peut-être quelqu'un qui n'est peut-être pas encore assez mature pour aller sur le circuit professionnel se dit, bon, ça me permet d'avoir encore une chance par la suite si j'arrive à faire le travail nécessaire. Et puis, ou quelqu'un qui tout d'un coup se dit, je vais faire des études, mais je lâche pas complètement le sport. Et je pense que c'est une expérience assez folle là-bas. Et donc, pour être pris dans une université, il faut avoir non seulement un classement de tennis et un niveau scolaire, ou un des deux? Il y a les deux. Non, il faut les deux. Il faut les deux. Puis après, plus ton classement est élevé et ton niveau scolaire est élevé, plus tu vas pouvoir t'ouvrir des portes dans des unis qui sont importantes. Donc, si tu es dans les 30 meilleurs Suisses, tu vas taper le tout haut niveau des unis. Donc là, par exemple, c'est jackpot, UCLA, Yale, ou des unis comme ça. Et puis après, si tu es dans les... À mon sens, ça devient très intéressant si tu es dans les 100 meilleurs Suisses. Ça devient intéressant parce que tu vas pouvoir aller dans une uni correcte. Et au-delà, il faut justement quelqu'un qui t'aide et puis qui trouve que l'uni, ce ne soit pas 350 au classement derrière. Quoi. Sinon, ça n'apporte rien. Sinon, moi, je pense que ça n'a pas de sens. Et est-ce qu'il y a des autres pays avec lesquels tu as des partenariats ou à développer dans le futur? Non, je sais qu'en Angleterre, ils fonctionnent aussi un petit peu comme ça, certaines universités. Mais là, c'est surtout pour aller aux États-Unis. Et pour le futur de l'académie, comment ça se passe? Comment tu vois les choses? Continuer à travailler avec les jeunes au jour le jour, essayer d'apporter encore plus d'encadrement, essayer d'être plus sévère avec eux. Ils nous écoutent. Ouais.
Non, on va réorganiser le club du Lausanne Sport nous a demandé aussi de reprendre l'école de tennis, donc on va pouvoir structurer ça aussi pour les plus jeunes en termes de compétition, au loisir. Donc on va avoir, on va dire toute la pyramide qu'on pourrait avoir en Suisse, c'est-à-dire une école de tennis avec du kids tennis qui commence à 5-6 ans, avec des jeunes qui commencent la compétition, qui à 12-13 ans font plus de compétition et ceux qui veulent aller en académie derrière. Donc le chemin, il pourra être complet. Donc, si je comprends bien, ce que tu lances avec Lausanne, le Lausanne Sport, c'est pas la même chose que l'académie, où ça se complète. Ça se complète. C'est pour les jeunes qui n'ont pas encore l'âge d'aller en académie. Ça permet à nous de travailler avec toute l'équipe sur des plus jeunes et déjà de techniquement ou d'avoir la même méthodologie pour pouvoir les faire avancer pour quand ils seront plus grands. Et en fait, c'est un peu la même structure qu'à l'époque, on avait dans l'autre club de Lausanne, où j'ai travaillé pendant 18 ans, où on avait vraiment du kids tennis jusqu'aux jeunes qu'on a formés pour jouer en Ligue nationale A. Il y en avait 5-6 qui étaient sur le circuit professionnel avec un classement ATP. Donc, on avait vraiment toute la ligne. Et là, pour un jeune qui commence la compétition, qui se dit l'année prochaine, je pourrais faire partie de ce groupe-là. Dans 5 ans, si je m'entraîne bien, je serai en académie ou je serai en Ligue nationale B. Donc, c'est aussi important d'avoir un chemin qui est tracé pour les jeunes pour pouvoir se dire si lui, il a fait ça, moi, je peux faire la même chose. Et est-ce que toi, tu travailles avec des coachs étrangers ou tu n'y vois pas l'intérêt? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Moi, je pense que oui. Après, l'impulsion, la manière de travailler, c'est moi qui vais la donner. Mais on a un coach argentin qui a une très bonne expérience, qui a travaillé en académie en Espagne, encore à l'étranger, qui était sur le circuit avec des joueuses qui étaient sur le circuit professionnel. On a un coach français aussi qui apporte aussi moi, je pense que le partage de plein de connaissances est super important dans ce domaine-là où on essaie de... Quand il y a un jeune qui a un problème technique ou un aspect à corriger, tout ça, il n'y a pas qu'une manière à nous de trouver aussi comment l'amener pour qu'il comprenne comment il doit se corriger, comment il doit travailler, Et je pense que ces discussions-là, tous les jours sur le terrain avec les autres coachs, elle est super importante. Il y a une question qui me vient maintenant et j'ai complètement oublié d'en parler, ça me semble important. L'académie, c'est évidemment ouvert aux filles autant qu'aux garçons. Évidemment. Et tu travailles différemment selon si tu es une fille ou un garçon? Je pense que dans le discours, c'est différent. Ok. Il y a... les filles ont besoin d'être un peu plus rassurées, un peu plus... il y a plus de discussions. Mais chez les garçons, pareil. Et puis certains ont besoin d'être aussi beaucoup plus rassurés, d'autres ont besoin d'être un peu plus cadrés. Un des points importants quand on est coach, c'est aussi d'essayer de comprendre qui on a face à nous et de savoir comment l'amener à ce qu'on aimerait qu'il fasse. Donc, chacun étant différent, l'approche, elle n'est pas pareille avec tout le monde. Certains ont besoin d'être un petit peu plus secoués, certains mis sous stress, d'autres beaucoup plus d'être rassurés, d'autres ont besoin qu'on leur explique les choses avant qu'on le fasse. Donc, et ça, je pense que ça s'acquiert avec l'expérience, avec le nombre de personnes avec qui on a pu déjà entraîner. Quand je rencontre des sportifs, des athlètes ou des gens même qui portent des projets sportifs comme toi en l'occurrence, j'aime bien leur demander c'est quoi leur rêve avec leur sport. Toi, c'est quoi ton rêve avec l'académie ou simplement tennis? Alors le rêve, c'est d'avoir des jeunes, ou en tout cas qu'on puisse aller à Roland-Garros avec lui qu'on les formait le plus loin possible, quoi. On cherche la performance. Le but, c'est d'être ambitieux. Il ne faut pas avoir peur de le dire, des fois. On se cache un petit peu, puis on est trop modeste, et puis on est trop modeste. Et souvent, les jeunes qui viennent à l'académie, je leur pose la question, ou les premières discussions, c'est quels sont tes objectifs? Et souvent, très souvent, ils n'osent pas dire c'est d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible, c'est quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que, comme on disait en club, tu te retrouves souvent avec des gens qui vont dire oui, non, mais attends, fais des études, au moins c'est plus sûr. Le tennis ou dans le sport, c'est compliqué. Donc, oser déjà dire non, mais alors moi, je vais être parmi les meilleurs du monde, c'est déjà une première chose. Et ça permet d'avoir une meilleure vision du parcours qu'il faut faire pour arriver à tes objectifs.
tu as eu des fois à soutenir un peu des enfants ou des jeunes qui étaient très motivés, mais que tu voyais que leurs parents étaient un peu réticents et que tu as dû encourager les parents, ou tu peux vraiment des projets où la famille entière, elle Alors, est à fond. à l'académie, forcément, les parents, ils vont être derrière. Il y en a qui mettent énormément de pression. Il y en a qui ont comme je te disais, avec mon frère, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont soutenus, puis qui nous ont pas mis de pression, qui nous ont juste demandé à ce qu'on le fasse à fond. Ok. C'est-à-dire ça marche ou ça marche pas, mais 100%. Fais-le. Ok. Fais-le. Et puis le jour où tu seras plus capable de donner à 100% ou de t'investir à 100%, peut-être ça sera le moment de faire autre chose. Mais en tout cas, nous, on te donne cette opportunité. Il n'y a pas de pression par rapport aux résultats. Alors, nous, à l'académie, forcément, c'est des parents qui sont d'accord et qui soutiennent leurs enfants. Mais des fois, moi, je pense que des cours de mental, d'approche mentale, de gestion de parents serait peut-être utile. Mais oui, j'ai eu affaire à des jeunes qui étaient extrêmement motivés, qui avaient envie d'en faire plus, et des parents qui ont dit non, c'est exclu. Tu feras ça quand tu auras fini ta matu. Et puis, quand ils ont fini la matu, non, tu feras ça quand tu auras fait l'uni. Puis après, on verra. Et puis après, c'est trop tard. Je crois que c'est un beau message pour conclure, plus ou moins. Maxime, tu as encore des questions? Moi, j'ai encore 2 questions, si tu as encore le temps. Ouais. Et si j'ai le feu vert de la régie. J'ai pas réussi à les placer, mais ma première, c'est comment est-ce que tu fais pour gérer ce fait que justement tes élèves ont tout le temps le tennis dans la tête et ne pas, entre guillemets, les cramer, parce qu'on a eu faire dans notre premier épisode un athlète qui, lui, ne veut exprès pas devenir pro pour maintenir un rythme vie du travail et vie du sport. Et évidemment, c'est très personnel, mais comment est-ce que justement vous faites pour ne pas les cramer, entre guillemets? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, quand tu dis cramer, c'est parce que tu en fais trop, puis à un moment donné, il y a une fatigue importante, où il y a le stress de la compétition, la fatigue nerveuse peut-être qui arrive à... Donc ça c'est de la planification. On essaie de planifier l'année le plus professionnellement possible, c'est-à-dire que on va placer les semaines de repos tout au long de l'année, on va mettre des blocs de préparation physique, des blocs où on va faire plus de tournois. On sait que quand il y a les week-ends où on leur demande de poser la raquette et pas de s'entraîner, on adapte constamment en fait. Celui qui a joué tout le week-end et qui finit tard le lundi, on va pas le reprendre sur le terrain et puis lui faire du physique à fond. Mais l'autre chose, quand je disais la passion, c'est que on parle souvent de sacrifice pour devenir un athlète de haut niveau. Mais je crois que si tu es passionné, ça ne devient pas des sacrifices. Je ne crois pas que ce soit des sacrifices. C'est que tu es tellement motivé par ce que tu fais que peu importe ce qu'il y a à côté, de toute façon, tu vas tracer ta route. Et si tu fais des études, des fois, tu dois faire on peut dire des sacrifices pour autre chose, mais je pense que celui qui va dire « Ah non, c'est beaucoup de sacrifices parce que je ne peux pas sortir le week-end avec les potes. C'est beaucoup de sacrifices parce que je ne peux pas manger ce que je veux. C'est beaucoup de sacrifices parce que je dois me lever tôt et entraîner. » En fait, il ne doit pas faire ça. Donc, la passion t'amène quand même à pouvoir faire ça tous les jours. Ok. Et je viens donc à ma deuxième question qui est, tu avais dit que ça faisait 4 ans et demi que tu as ouvert l'académie. Est-ce que tu as déjà vu des résultats concrets d'élèves qui justement sortent de cette académie et qui ont peut-être remporté un tournoi important ou autre? Oui, alors... on en a 2 qui sont partis aux États-Unis. On a une Ligue B qui est montée, l'équipe qui est montée en Ligue nationale B à Lausanne. Donc ça, c'est aussi c'est super pour les jeunes. Donc ça monte, tout le monde monte gentiment. Il y en a qui sont montés dans les 100 meilleurs Suisses. Il n'y a pas de titre de champion suisse. Il y a pas de, mais il faut du temps. Comme je disais au début, il faut travailler sur le long terme quand on veut chercher le haut niveau. Ok, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Et du coup, je finis là-dessus. Si on veut te suivre, ton travail avec l'académie, ton travail avec Lausanne, ouais. Où est-ce qu'on doit aller sur Internet. Non, il faut venir à Lausanne. Il faut venir à la Pontaise. Non, il y a le site Internet de l'académie qui est wawrinkaacademy.com. Sinon, on a créé Team Lausanne. teamlausanne.com, et là c'est toute la partie club, la partie plus loisirs, la partie compétition pour les plus jeunes, où là il y a un maximum d'informations, ou sur Instagram, ou vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Internet.
On mettra évidemment tout ça en description. Avec plaisir. Je te remercie énormément pour ce magnifique entretien. Merci à vous. Merci aussi Maxime. Plaisir. Pour nous, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur Insta. Pareil, tout est dans la description. Si vous êtes un athlète intéressé à apparaître dans Passe D, vous pouvez nous écrire sur le mail, encore une fois dans la description. Je remercie aussi l'équipe technique et merci à Altulento, le restaurant qui nous soutient. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Tu voles et tu ratterris pas pendant des heures. Voilà, bah en fait, pendant des heures, il faut pas pousser non plus parce qu'à un moment, physiquement, on est mort, mais prévoir un plan A, un plan B. Et là, je sais qu'un de mes potes, cette année, il avait prévu jusqu'à un plan E pour une compète. Du coup, il y avait vraiment tout qui était. Toutes les possibilités étaient open. Sur le moment, t'es vachement concentré dans ce qui se passe. T'es vraiment en mode, ok, j'ai fait de la merde, il faut absolument régler le problème. Là, je me retrouve sur le podium à côté de deux mecs que, en fait, quand j'étais petit, je regardais voler et qui m'ont inspiré de toute ma progression en accro. Ok. Et je me dis, là, je suis à côté d'eux sur le podium. Qu'est-ce qui se passe ?